Django, un thème riche de sens qui a été chanté en l'honneur de nos vaillants guerriers du Mandé. Aujourd'hui, avec ce podcast, nous dédions ce titre à nos entrepreneurs modernes, ces hommes et femmes qui continuent de sculpter l'avenir de nos économies locales et internationales. Aujourd'hui, avec moi, dans ce nouvel épisode, nous avons un entrepreneur qui évolue dans le mode. Il s'agit bien sûr de Monsieur Diakité Soumaïla. Diakité, bonjour. Bonjour Sidi, comment vas-tu? Oui, ça va, merci et toi? Bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation surtout et bienvenue sur le plateau de l'émission Diadio. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? D'accord. Alors, le plaisir est partagé de faire partie de l'émission d'aujourd'hui et je remercie l'équipe de Django. C'est toujours un plaisir. Moi, c'est Soumaïla Diakité, je suis malien. Je suis arrivé en France en 2007 et actuellement, je suis titulaire d'une maîtrise en administration générale territoriale, également d'une maîtrise en management des entreprises sanitaires et sociales. J'ai voulu terminer mes études par un Master 2 en management des projets numériques appliqués au développement du territoire à l'Université Jean Jaurès Toulouse 2. Et c'est à partir de cette dernière année que m'est venue l'idée en fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, notamment à travers des modules comme l'initiation dans les milieux du Fab Lab, laboratoire de fabrication, qui est un concept qui a été importé des États-Unis. D'accord. Et là, en fait, on nous apprenait à fabriquer des choses. On ne se contentait pas de s'arrêter à l'idée de projet. De passer de la théorie à la pratique directement. De la théorie à la pratique. Et donc, après mes études en 2016, après avoir fini ce Master 2-là, je me suis lancé directement dans l'entrepreneuriat. D'accord. Dans Django, on est beaucoup plus fasciné par le parcours. C'est à peu près l'étymologie même du sens de Django. Est-ce que tu peux nous parler, nous exposer un peu ton parcours de façon large? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir, à passer le cap d'un simple étudiant qui va chercher un boulot à un entrepreneur, parce que il y avait ce stéréotype que tu as voulu briser de par ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? D'accord, c'est une question très intéressante. J'ai voulu briser justement le parcours classique, étudier et chercher un boulot, parce que notre génération, comme on le dit de plus en plus, c'est une génération sacrifiée. C'est pas parce qu'on a fait des masters, qu'on a fait des études, qu'on a un travail derrière. Et donc, je me suis rendu compte de ce constat et de cette réalité-là dans la communauté malienne de France et dans les communautés africaines. Donc, ayant toujours été quelqu'un de créatif, quelqu'un qui a fait ses premiers pas dans le milieu associatif malien, notamment au sein de l'association des étudiants maliens de Limoges, j'ai commencé à avoir cette fibre entrepreneuriale-là, en fait. C'est-à-dire être entreprenant, être audacieux, mettre en place des projets. Et donc, petit à petit, par rapport à mon parcours, je me suis rendu compte qu'on pouvait créer des concepts et finalement les commercialiser, créer de la valeur autour de ces projets-là et tirer profit, en fait, pour soi, gagner de l'argent à travers cela. D'accord. Donc, dès que tu as obtenu ton master, tu t'es parti directement sur le côté entrepreneurial, tu n'as pas exercé du tout le métier de salarié, si j'ai bien compris. Alors, j'aurais aimé, mais non. Après les études, j'ai commencé à développer mon agence de communication, mais je cherchais quand même du travail derrière. Je cherchais du travail en parallèle auprès des agences de communication, auprès des entreprises qui cherchaient des chargés de communication. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ne m'a même pas réussi, en fait. Donc, je me rends compte aujourd'hui, 6 ans, 7 ans après la création de mon entreprise, que j'ai pris la bonne décision de me lancer quand même, d'approfondir mon concept. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai créé mon propre boulot. D'accord. Donc, toi, de par ton parcours, on voit que tu étais quasiment fait pour l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'on parle de ce côté liberté en entrepreneur? Quand on dit que quand tu entreprends, tu deviens libre, il y a cette liberté d'aller, de venir, de se coucher ou d'arrêter de travailler. Est-ce que toi, tu as retrouvé tous ces facteurs-là dans l'entrepreneuriat, comme on le dit? Alors, ta question, elle est très intéressante, mais j'ai envie de l'aborder autrement. La liberté reste un concept très relatif. Est-ce que se lever à l'heure qu'on veut, se coucher à l'heure qu'on veut, c'est vraiment ça la réalité, la liberté? Parce que quand on entreprend, on a également peu de temps pour son entourage et pour soi.
Et d'ailleurs, les entrepreneurs qui réussissent, ce sont les entrepreneurs en fait qui ne se couchent pas quand ils veulent et qui ne se lèvent pas quand ils veulent. Car il faut se consacrer à 1000% à son entreprise pour que ça marche. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, on fait un pas en avant et on fait 10 pas en arrière. Mais il faut toujours avancer, il faut toujours garder le cap. D'accord. Mais est-ce qu'à force de prêcher les bonnes paroles de l'entrepreneuriat, on ne va pas influencer les jeunes de façon négative? Parce que dans toute chose, il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas se dire, bon, tant que je ne deviens pas entrepreneur, ma vie, elle n'est pas réussie? Est-ce que ça aussi, ce n'est pas les aspects négatifs de prêcher les bonnes paroles de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il ne faut pas montrer tous les angles aux jeunes pour qu'ils puissent être orientés dans ce sens-là? Effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par dire, par rapport à la question précédente, que la liberté est un concept très relatif parce qu'il faut énormément de sacrifices quand on entreprend. Et justement, j'aime la citation de cette dame qui expliquait une fois que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre en fait. Donc, il faut bien placer l'entrepreneuriat dans son contexte. Certains sont faits pour ça, certains travaillent pour devenir entrepreneurs et il y a d'autres qui ne le sauront jamais, qui ne le seront jamais, pardon. Donc, cela pose justement le débat de l'importance de ce qu'on appelle l'orientation dans nos parcours scolaires, dans nos parcours universitaires, que ce soit au Mali, que ce soit ici en France. Car je vois que ce soit au Mali ou en France, on a le potentiel de déceler en fait qui peut devenir entrepreneur ou pas. Certes, ce ne sont pas des sciences exactes, mais un bon diagnostic par rapport au parcours d'un élève peut, à plus de 50%, définir sa trajectoire. D'accord. Ta carrière entrepreneuriale commence à travers la création d'une boutique en ligne. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est venu l'idée de créer une boutique et démarrer comme ça dans la mer, quoi? D'accord. D'accord. Merci pour cette question. L'historique, la genèse de la création de Arcar Collection se trouve lors de ma dernière année de Master 2 en management de projets numériques appliqués au développement du territoire. On avait en fait des modules dans un Fab Lab où on s'essayait en fait à beaucoup de choses. L'imprimante 3D, les découpeuses laser ou encore créer un vêtement. Et là, moi, j'ai toujours été un passionné de mode. J'ai toujours dessiné depuis tout petit. Même dans les petites classes au second cycle, je faisais les dessins d'une telle manière que tout le monde voulait que je faisais ces dessins. Tu avais toujours tes 8 sur 10 en dessin. En dessin, récitation, etc. Okay. Donc, c'est quelque chose qui était là depuis toujours. Je salue d'ailleurs mon ami Cheikh Amal Sibi qui m'a toujours dit: toi, tu as ce don-là. Si j'étais à ta place, je l'aurais exploité depuis. Et donc, lors de cette dernière année-là, j'ai pris, lors de notre initiation au Fab Lab, le projet créer en fait un polo. D'accord. Donc, créer un polo à partir de matières africaines, etc. Et donc, quand j'ai eu cette idée-là, tout de suite, des collègues, des amis m'ont suivi là-dedans. Il y a mon amie Jeanne qui a amené un tissu et qui est d'origine mahoraise. Il y a une autre amie qui s'est joint au projet et ainsi de suite. On est devenus plus nombreux et on a commencé en fait à faire les coupes du polo et on a cousu avec une machine à coudre le polo en fait. D'accord. Il était affreux, je le précise tout de suite, mais je me suis rendu compte que j'ai eu raison en fait d'écouter cet ami-là et de pousser en fait cette passion. D'accord. Et aujourd'hui, on a une boutique en ligne. Aujourd'hui, ta société s'appelle Arcade Concept. Est-ce Oui. que tu peux nous détailler ce que vous faites exactement dans Arcade Concept? D'accord. Alors, Arcade Concept est né effectivement de ma passion autour de la mode. Ça renvoie également au concept d'entrepreneur dont on parlait précédemment. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a aussi le flair. Donc, depuis les années 2015-2016, je me suis dit que la mode et la technologie, le numérique, sont quelque chose à exploiter. Donc, comme j'ai fait en fait un Master 2
dans le domaine du numérique, je me suis dit pourquoi ne pas croiser en fait ma passion pour la mode avec mon savoir-faire que j'ai appris à l'école, à l'université, le web design, comment agencer un site internet, comment créer une boutique en ligne. Justement, je voulais en venir à ce niveau. Comment Oui. toi, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, toute cette formation? Parce qu'au début, tu n'avais pas toutes ces compétences. Oui. Le fait de gagner en compétences dans ces différents domaines, est-ce que ça a été une étape très, très difficile pour toi? Comment tu as pu relever ce défi? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors, je dirais oui et non parce que, comme on dit dans la vie, rien n'est gagné d'avance. Exactement. Il faut beaucoup travailler, il faut savoir accepter les échecs des fois. Et je dirais quand même que j'ai toujours eu cette appétence aussi pour le numérique. C'est-à-dire que la communication, le digital, c'est des choses qui m'ont toujours parlé en fait. Et on s'est rendu compte depuis une dizaine d'années que en parallèle des codeurs purs, on mettait en place des systèmes de facilitation de création de sites internet, de création de médias, de création de supports. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à ce pan en fait du numérique et du digital. Ça m'a beaucoup aidé. Et donc, même en dehors de mes cours, en dehors de la fac, j'étais quand même quelqu'un qui était beaucoup autodidacte, qui était curieux, qui s'essayait à des choses. D'accord. Aujourd'hui, on voit que Arcade Concept travaille beaucoup plus sur des concepts purement africains, pour ne pas dire maliens en particulier. Pourquoi ce choix-là exactement? Pourquoi ne pas s'ouvrir au reste du monde et comme les grandes marques? Pourquoi toi, tu as fait le choix de te calquer exactement sur l'Afrique? D'accord. J'ai pris la liberté, en fait, de me calquer sur la mode africaine parce que je me suis dit qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à faire découvrir. Par exemple, l'une de mes collections qui est purement inspirée du Finimourou me fait penser justement à ces souvenirs-là de l'Afrique, en fait. Quand j'étais jeune, on nous disait, quand tu mets du Finimourou, ça a une valeur quand même assez spirituelle, ça te protège contre le mauvais œil, ça te protège contre certaines énergies négatives, etc. Et donc, je me suis dit, en fait, comme on le voit un peu partout, chez les Asiatiques, chez d'autres communautés, on ne peut mieux faire les choses qu'en les mettant en valeur selon notre philosophie, selon qui nous sommes. Et donc, moi, je suis parti de ce constat que si je devais faire la mode, pourquoi ne pas, en fait, faire de la mode, mais en intégrant cette dimension culturelle, cette dimension esthétique et cette dimension même de métissage, en fait, qui existe chez nous. Parce qu'aujourd'hui, le Finimourou, aucune ethnie ne peut s'en prévaloir, en fait. Les Dogons le mettent, les Bambara le mettent, les Peuls le mettent. Donc, c'est finalement un message fort qui nous renvoie à l'urgence de la paix et à l'importance de la paix. Donc, rien qu'à travers la mode, j'arrive à mettre en valeur mon pays, mon histoire, le besoin et le contexte de paix dont nous avons besoin aujourd'hui et bien entendu la technologie. D'accord. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de polémiques actuellement dans le monde autour de l'identité. Je vois que toi, tu arrives à prendre ton identité et essayer de trouver, de créer des choses à travers ça. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les Africains, ils arrivent à s'accepter avec leur culture, avec leur tradition, avec les modes de s'habiller, comme on le voit avec toi, ton boubou. Qui est très beau d'ailleurs. Que c'est justement ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce que toi, de par ta clientèle, tu es satisfait à ce niveau ou tu penses qu'il y a de l'amélioration encore à faire? Je pense qu'on ne cesse jamais de s'améliorer. D'ailleurs, à titre anecdotique, avant de lancer ma boutique, voilà pourquoi j'aime à dire des fois que les planètes s'alignent. J'ai commencé un job à temps partiel chez une grande enseigne qui s'appelle H&M. Et là-bas, j'ai appris en fait comment vendre un produit. Et pour vendre un produit, il y a tout un processus derrière. Préparer les équipes, penser et concevoir les collections et également être en phase avec le public qui va acheter cela en fait. Donc, dans ce cadre-là, moi, je dirais qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, mais il faut rester ancré à qui on est en fait.
Et donc, je dirais que je suis en continuelle amélioration pour pouvoir proposer des produits qui ressemblent à l'Afrique, des produits qui ne vont pas heurter la sensibilité des autres, parce que s'accepter, c'est aussi accepter que les autres sont différents de nous. Et je pense qu'on arrive quand même à s'intégrer dans ce paysage-là, en fait. C'est-à-dire faire une mode moderne, mais une mode qui renvoie à la culture malienne, à la culture de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Mais à plusieurs années d'expérience déjà, en off, on s'est parlé un peu. Tu m'as parlé de tes collaborations. Oui. À date, et combien de collaborations tu as pu faire et comment tu as pu tisser ces relations et arrive à faire ça a été des très très belles collaborations d'ailleurs. Comment tu as pu trouver ces collaborations? D'accord. Alors, quand on a commencé Arcar Concept, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé autour de la mode, de l'industrie de la mode, de l'accessoire, de la beauté. Mais d'expérience, je sais qu'un bon communicant doit savoir mettre autour de lui des espaces d'échange et de facilitation, en fait, entre lui et ses cibles. À partir de là, j'ai développé en fait un blog, un magazine à côté de la boutique en ligne. Et l'idée, en fait, c'était d'aller à la rencontre de porteurs de projets, essentiellement africains. Comme tu l'as dit, on s'est parlé un peu en off. Souvent, l'entrepreneuriat commence avec ce sentiment de frustration, ce sentiment d'impuissance face à des phénomènes sociaux qu'on voit et auxquels on veut y remédier, en fait, avec la créativité, avec la collaboration. Et donc, moi, j'ai créé Arcar Concept, le blog, pour aller à la rencontre de ces porteurs de projets africains, de ces porteurs de projets d'ailleurs, afin de recueillir leurs avis, leurs sentiments et ce qu'ils ont eu à traverser avant d'atteindre le sommet, ou ce qu'on peut considérer comme étant le sommet. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes grandes collaborations, quelques noms d'ailleurs? Voilà. Parmi mes grandes collaborations, je peux citer... On va commencer par la mode. Rokhaya Diallo, qui a accepté mes modèles et qui les a mis sur des plateaux internationaux, notamment sur le plateau de David Pujadas. D'accord. Elle portait une chemise qui portait le nom d'une de mes tantes, le modèle Aïgé, qui est une chemise qui s'accompagne un peu de masques africains, un peu à l'image des masques un peu Dogon, etc. Mais après, dans d'autres domaines, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec M. Christian Zela, que je considère comme un grand frère et qui aime m'appeler comme son petit frère, qui est le fondateur du média Nofi, le premier média à avoir atteint le million sur le réseau social Facebook, qui était numéro 1 à l'époque. Ouais. Et je lui passe d'ailleurs le bonjour et je l'invite sur le plateau de Django. Pour un épisode. Voilà, pour un épisode. Il n'y a pas de souci. J'ai également eu l'opportunité d'interviewer Philippe Simon, dont on ne fait plus l'éloge, en fait, tant il est connu partout. Nous pouvons également citer d'autres personnes qui ont plus une visibilité en Afrique, au Mali qu'en France. D'accord. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, tu travailles aussi dans un domaine qui est la communication. Oui. Et aujourd'hui, qui est en pleine expansion dans le monde, peu importe où elle se trouve. Ouais. Comment toi, tu t'es situes dans ce milieu-là? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quel apport toi tu peux faire ou quel apport Arcar Concept propose sur le marché de la communication à nos jours? C'est une question très, très, très intéressante. Déjà, en fait, je me suis basé sur ce que je fais dans ma propre boîte, c'est-à-dire ce que je fais pour Arcar Collection, en me disant pourquoi ne pas l'appliquer et accompagner d'autres entrepreneurs. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sidi, la communication, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Elle est partout et tout le monde en a besoin. Mais pour moi, personne ne fera la communication comme Arcar Concept le fait parce que nous accompagnons notre communication avec cette démarche de proximité. Je dirais même de psychanalyse. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller vers l'humain, l'observer, connaître en fait qui il est et à quoi il aspire en fait. Donc, il y a ce côté, peut-être je l'ai développé à travers mes actions dans le blogging, qui me permettent justement de questionner les gens sur leur histoire, sur qui ils sont. J'aime aller vers eux pour connaître, pour les sonder vraiment. D'accord. Et à partir de là, je mets en place une stratégie de communication
en général, qui ne ratent pas le coche, en fait. Ok. Et notre spécificité également, c'est que pour chaque contrat que nous gagnons, nous offrons 2% de nos rémunérations à une cause, en fait. Ok. Parce que j'ai voulu associer Arcar Concept à l'économie solidaire et sociale. Ce n'est pas un hasard s'il y a concept, en fait. D'accord. Ça a des causes humanitaires. Voilà, des causes humanitaires. C'est fort, c'est fort. Voilà, à part la mode, là, voilà, quelqu'un vient acheter un vêtement sur le site Arcar Concept. Là, nous ne donnons pas de pourcentage. Mais par rapport à tout le reste, la communication à 360 degrés, le conseil, l'accompagnement des entrepreneurs dans la création d'entreprises, la formation également, tout ce package-là que nous offrons, bah, nous reversons 2% de nos bénéfices à des causes. Et aujourd'hui, nous avons financé, si je ne me trompe pas, avant de venir, j'ai regardé 48 projets sociaux. D'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, toi, Soumaïla, quel est ta leitmotiv? Qu'est-ce qui te pousse à te réveiller chaque matin, à te dire que chaque jour, c'est un nouveau défi, il faut que j'apprends à me surpasser, il faut que je fais du chiffre? Qu'est-ce qui te motive encore plus pour atteindre tes objectifs? Cette question est tellement intéressante que j'ai envie de dire que c'est, comme tu l'as dit dès le début, c'est Django en fait. Voilà, la chanson Django qui, voilà, dans notre culture, est dédiée, voilà, aux hommes vaillants, aux hommes qui font ce qu'ils disent et qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils entreprennent. C'est ça ma leitmotiv en fait, Sidi. J'ai envie d'impacter ce monde-là. J'ai envie de me dire que si j'ai des ressources, si mes parents m'ont permis d'avoir cette opportunité que des milliers de personnes n'ont pas, moi, je ne peux pas, en fait, m'asseoir, croiser les bras, en fait. D'accord. Et dans cette dynamique-là, je pense que nous avons tous besoin les uns des autres pour aller le plus loin possible. Ok, comme tu l'as si bien dit, tu as eu l'opportunité, tu as quitté le Mali et tu venir en France en tant qu'étudiant. Et là, tu as fini tes études, tu entreprends. Est-ce qu'avec du recul, quand tu essaies de voir la jeunesse, que ce soit d'ici, notre communauté ici en France, mais aussi du côté du Mali, en Afrique tout entière, quel est le message que tu peux passer à cette jeunesse-là? D'accord. Alors, avant de commencer, il est important pour moi de revenir avec une anecdote. C'est qu'est-ce que Arcar Concept en fait? Arcar Concept vient de Arcar, qui est le surnom que mon grand-père paternel a donné à ma maman en fait. Ma maman qui s'appelle Kadiatou, son père aimait donner des prénoms, des surnoms à chacune de ses filles. Et ma mère s'appelait Arcar en fait, en surnom affectueux. Okay. Et donc Arcar plus Concept comme l'élaboration de projets à dimension sociale, à dimension innovante et à dimension interdisciplinaire entre l'économie, le chiffre et aussi entre l'humain en fait et la société. Donc moi, la leçon ou le conseil que j'ai envie de donner à la jeunesse, c'est le fait d'aller à son rythme. Ne vous laissez pas bousculer par les gens. J'en suis la preuve vivante. Les gens vous bousculeront, ils vont vous dire tu ne vas pas assez vite, ils vont vous blâmer tu ne fais pas assez de chiffres, ils vont vous blâmer ton concept ne va pas marcher, mais tant que vous croyez en vous, tant que vous savez vous entourer des bonnes équipes, des bonnes compagnies, et tant que vous surpassez vous-même, je pense que vous pouvez faire de grandes choses. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que Arcar Concept a des projets en Afrique ou au Mali plus particulièrement à développer ou à des projets qui vont être installés dans les années à venir? Dès les débuts, le Mali a toujours fait partie de nos priorités. Je dirais même que mon premier cachet vient du Mali. D'accord. Donc, nous avons des projets au Mali depuis toujours. Et là, je tiens à saluer mon associée, Madame Doucouré Zariatou Kouita, avec qui on a travaillé au début sur la communication de son école. Et là, en fait, ce travail entre école et agence de communication s'est transformé en une véritable collaboration et nous avons mis en place actuellement, d'ailleurs je vous invite tous à y aller si vous pouvez, la première bibliothèque sociale de l'histoire du Mali, faite par les Africains pour les Africains. Okay. On est parti du constat que en fait on a 2 grandes bibliothèques chez nous
Et les deux sont liés en fait à l'histoire coloniale. La Bibliothèque nationale du Mali, quand j'ai fait mes investigations, toujours parce que j'ai un blog, donc j'ai ce côté curieux d'aller vers les choses, je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait été construite par les colons. Et donc, de but en blanc, au fil de l'histoire, elle a changé de nom, d'où aujourd'hui le nom Bibliothèque nationale du Mali. Mais c'est la France qui nous l'a donné en fait, avant les indépendances. Et de l'autre côté, on a le Centre culturel français, vis-à-vis duquel les Maliens ne se reconnaissent pas. Personnellement, j'ai toujours été un lecteur, mais j'ai jamais été au Centre culturel français pour aller chercher un livre. J'y ai juste été pour aller faire ma démarche de visa pour venir en France. Ça veut dire que aussi il y a une cassure et une absence de communication entre cet établissement-là et la population. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas créer en fait un espace, une bibliothèque qui est ouverte aux Maliens, quel que soit le sexe, l'origine, la catégorie socio-professionnelle et les moyens. Et quelle manière stratégique de le faire que de le faire à partir d'une école. D'accord. Donc, l'idée est née en 2021 et aujourd'hui, on a un espace ouvert où on a presque 700 livres sur tous les domaines. À disposition. Okay. Certes, ce n'est pas gratuit. C'est moyennant la somme de 10 000 francs CFA de frais d'inscription toute l'année. Parce que l'idée aussi, c'est de responsabiliser les gens. Exactement. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Diakité. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau Djanjo. Merci. Et à la prochaine. On souhaite beaucoup de succès à Arca Concept. Merci. Et merci beaucoup à vous aussi qui nous suivez. Merci. N'hésitez pas à nous donner de la force, en partageant, en likant nos pages, que ce soit sur YouTube, RP Media, ou sur Instagram, Djanjo, et sur TikTok, Djanjo223. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à l'équipe Djanjo.